Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve ce mois-ci pour votre webinaire dédié à l'or. Et ce webinaire, je l'ai intitulé « Donald Trump aura-t-il raison de l'or ?» Parce que oui, l'or a enfin corrigé, et il a même nettement corrigé suite aux élections américaines, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est parti. Alors, on va commencer par un petit résumé de ce qu'on va voir. L'or connaît sa meilleure performance depuis la fin des années 70 et le début des années 80, on va voir ça avec plus de 30% de hausse. Cette envolée est due à une combinaison de facteurs, notamment l'aggravation des tensions géopolitiques, les élections américaines, qui ont entraîné d'abord une hausse de l'or, puis une correction, le ralentissement de la Chine et le fait que l'économie chinoise soit aux prises avec les conséquences de politiques de taux d'intérêt élevés qui se prolongent. Alors que la demande globale d'or reste faible, les investissements et les achats de banques centrales ont apporté un soutien significatif. Le changement de politique monétaire des banques centrales a déclenché une réévaluation des ETF, on va parler ça plus précisément plus tard. Alors comment l'or s'est-il comporté cette année et à quoi peut-on s'attendre pour cette fin d'année? Alors l'or a augmenté de plus de 30% cette année, ce qui représente sa plus forte croissance annuelle depuis la fin des années 70. C'est ce qu'on voit dans ce graphique où les barres noires représentent une année de rendement pour l'or, et j'ai mis donc la barre rouge ici qui représente le rendement de cette année, et la dernière fois qu'une barre noire a atteint cette barre rouge, c'est en 1979 ou 1980, avec des conditions d'inflation qui n'avaient rien à voir avec aujourd'hui, donc on est vraiment sur une performance assez exceptionnelle de l'or pour cette année, même après la correction qu'on a eue cette dernière semaine. À 2 mois de la fin d'année, il est difficile de trouver des raisons pour que le prix de l'or s'effondre. Alors on a une correction certes, mais on est très loin d'un effondrement, et on est plutôt sur une prise de bénéfices, qui sont restés relativement modérés au vu de la hausse qu'on a eue cette année. Historiquement, il y a eu peu de cas où une année faste a été immédiatement suivie d'une forte correction. Par contre, il y a eu des cas où il y a eu des années beaucoup plus limitées en termes de hausse après des fortes hausses. Malgré des tendances moyennes, l'or a connu une croissance exceptionnelle en septembre et en octobre. C'est ce qu'on voit dans ce tableau qui montre tous les rendements de l'or mois par mois sur les 25 dernières années. Et donc en septembre, on a eu en 2024 une hausse de 5,24%, alors que normalement c'est plutôt des baisses, enfin je dis normalement, c'est en termes de saisonnalité, et en octobre c'est assez mitigé, pourtant là on a eu plus 4,09. Alors novembre est historiquement un mois assez mauvais pour l'or, et là on n'a pas coupé. Pour l'instant on a une baisse pour l'or, mais le mois de novembre n'est évidemment pas terminé. Le mois de décembre par contre, dans les années récentes, est l'un des meilleurs mois, l'un des 2 meilleurs mois pour l'or, et de même pour janvier qui est aussi l'un des meilleurs mois pour l'or, donc on pourra avoir une fin d'année et un début d'année qui serait plutôt meilleur. Au niveau de la saisonnalité à 5 ans, sur ce graphique, vous pouvez voir la moyenne des rendements à 5 ans de l'or pour la saisonnalité. En vert, vous pouvez voir le maximum à 5 ans, et en jaune, le minimum à 5 ans. Et pour l'instant, on est plutôt en train de suivre un peu la performance maximale des 5 dernières années de l'or, on l'a même dépassé ici. Mais si on suit un peu plus cette performance maximale, on observe qu'on pourrait avoir une correction de l'or. Alors c'est un graphique qui n'est pas tout à fait à jour, donc on a déjà entamé cette correction, mais on pourrait aller un peu plus loin avant d'avoir un rebond ici qu'on voit pour décembre. On a la même tendance de ce rebond pour la moyenne et pour les plus bas, donc on pourrait avoir un mois de décembre qui pourrait être un peu sous le signe du rebond. On va voir ça. Pour la saisonnalité à long terme, cette fois-ci, et je vous dis souvent ces derniers mois que l'or suit cette année sa saisonnalité à très long terme. Alors qu'est-ce que dit la saisonnalité à très long terme? C'est ce qu'on voit ici. La saisonnalité à très long terme, c'est celle qu'on voit en pointillé ici. Et là, vous avez la saisonnalité à 5 ans et la saisonnalité à 10 ans et ici. Et donc la saisonnalité à très long terme, en pointillé ici, on observe une correction au mois de novembre, pareil, avant d'avoir un rebond en décembre. Et on a pareil cette correction en novembre, on l'a aussi sur les autres saisonnalités, donc ça montre que c'est un mois qui est souvent assez mauvais pour l'or, mais on pourrait espérer mieux en décembre et en janvier. Maintenant on va parler des fondamentaux de l'or, l'offre et la demande. Alors pour la demande, elle est assez mauvaise. Ici vous avez la demande du 3e trimestre 2024 qui est faible, vraiment faible, avec en bleu ici la bijouterie qui est plus faible que le trimestre dernier qui était déjà plus faible que le premier trimestre.
Au niveau des lingots d'or, on a aussi un trimestre assez faible, et pour les banques centrales, on a aussi un trimestre qui est assez faible pour la demande. Cela dit, pour la première fois, les ETF, qui d'habitude étaient négatifs, donc on avait de moins en moins de détention d'or par les ETF, pour la première fois, on va avoir un impact positif des ETF depuis 2022, et l'accumulation de détention d'or par les ETF est très fortement corrélée au prix de l'or. C'est ce qu'on voit ici, sur ce graphique, avec une détention d'ETF en bleu, ici en pointillé, et le cours de l'or en rouge. Et on voit qu'au moment où la détention d'or par les ETF a commencé à augmenter en juillet ici, on a eu le cours de l'or qui a augmenté en parallèle. Donc une corrélation qui est assez forte. Et c'est lié au pivot des banques centrales et à l'escalade des tensions géopolitiques, notamment en avril. Maintenant, on va parler de la balance de l'or, entre l'offre et la demande. Et il est probable que l'offre excédentaire d'or, c'est ce qu'on voit ici, donc en pointillé vous avez la balance de l'or. Alors faites attention, c'est en échelle inversée, donc plus on descend comme ça et plus l'offre est importante. Et donc là on a une offre excédentaire d'or de 330 tonnes, qui est bien supérieure à la moyenne de ce qu'on a connu ces 8 dernières années, à part l'exception faite de l'année 2020-2021. Donc on pourrait avoir une offre excédentaire d'or qui repartirait à la baisse pour retourner plutôt vers les 100 tonnes. Maintenant, comment la demande d'or se comporte par rapport aux administrations suite à des élections? Donc en rouge, vous voyez la demande d'or lorsque les républicains sont au pouvoir, et en bleu quand les démocrates sont au pouvoir, avec les barres noires ici qui représentent la moyenne de demande par ici c'est les particuliers, les investisseurs physiques qui demandent de l'or physique sous la forme de pièces d'or. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on est sous mandat républicain, donc en rouge ici, on a tendance à avoir des demandes d'or physique qui sont beaucoup plus faibles que quand on a des démocrates. La raison, c'est parce qu'il y a un découragement de l'épargne or quand on est sous mandat républicain, parce que les républicains ont tendance à inciter les épargnants vers d'autres actifs, d'autres investissements, notamment les actions, par des baisses de taxes. Alors, comment l'or se comporte-t-il après des élections? C'est assez intéressant de savoir vu qu'on vient juste de passer les élections. Et la saisonnalité nous montre qu'après des élections, on a tendance à avoir des rendements plutôt négatifs pour l'or. Alors je vous explique ce graphique où on voit 50 jours avant une élection, le comportement de l'or, et 50 jours après, avec le zéro qui est ici. Et donc en rouge ici, vous avez la moyenne des rendements après des élections. En noir ici, c'est ce qui s'est passé pour l'élection de 2020. Et en gris ici, pour l'élection de 2016. Et donc on voit qu'il y a en moyenne un rendement de moins 1,6%, donc moins 1,6% en moyenne, moins 2,8% pour 2020 et moins 5,6% pour 2016. Donc l'or a tendance à augmenter, ou en tout cas est stable avant des élections, parce que les élections américaines sont facteurs de risque, facteurs d'incertitude, ce qui est plutôt bon pour l'or. Mais une fois que cette incertitude baisse, parce qu'on connaît le vainqueur, l'or a tendance à baisser. Et c'est ce qu'on a vu aussi pour les élections de 2024. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des baisses de taux? C'est ce qu'on voit ici avec, donc à 0, c'est le moment de la première baisse de taux. Et comment l'or se comporte une fois qu'on a la première baisse de taux? Eh bien, on a plutôt un impact qui est positif sur les prix de l'or après la première réduction de taux d'intérêt, principalement en raison des 2 derniers cycles qu'on a vus. Donc on rappelle, hein, en rouge, vous avez la moyenne du comportement de l'or, des rendements de l'or, après la première baisse de taux, et ce jusqu'à 250 jours après. Si l'inflation redevient une préoccupation majeure, les résultats pourraient être moins favorables pour l'or. Le scénario de base prévoit une croissance continue plutôt à long terme. Ce qui est intéressant, c'est le fait de se dire que Jérôme Powell pourrait être forcé de baisser ses taux malgré la politique inflationniste de Trump. Et dans ce cas-là, ça pourrait être une voie royale pour l'or. Parce que Trump, il veut mettre en place des tarifs douaniers qui sont inflationnistes. Or, l'inflation est bonne et positive, un catalyseur haussier pour l'or.
parce que l'or est vu comme une valeur refuge qui protège contre l'inflation. Donc quand il y a de l'inflation, les investisseurs achètent de l'or. Mais généralement, quand il y a de l'inflation, la Fed, la Banque centrale, a tendance à augmenter ses taux. Et quand les taux sont élevés, les investisseurs préfèrent acheter des obligations parce que les obligations donnent un coupon alors que l'or n'en donne pas. Et quand le coupon est élevé parce que les taux sont élevés, les investisseurs ont tendance à plutôt préférer l'actif qui va donner un coupon, qui va rapporter de l'argent par rapport à celui qui n'en rapporte pas. Or, si on a de l'inflation, donc c'est bon pour l'or, mais que la Fed est quand même obligée de baisser ses taux parce que Trump l'exige et veut mettre au pas la Fed, on aurait à la fois des taux bas et une inflation élevée, ce qui est normalement de catalyseurs très forts, très haussiers pour l'or. Alors on va voir si c'est ce qui se passe, mais c'est à garder en tête si ça arrive. Alors l'or est-il trop cher actuellement? Parce qu'on a un or qui certes a baissé, mais on a eu un or à 2750, là il est encore autour de 2550-2600, donc l'or est quand même assez cher. Et comment se comporte-t-il par rapport aux autres actifs? Alors c'est un graphique un peu complexe que je vais essayer de vous expliquer. Ce graphique montre le prix de l'or par rapport au S&P 500, au pétrole ou au cuivre, et tout ça rapporté en dollars. Donc par exemple en vert ici, vous voyez le prix de l'or par rapport au S&P 500, et donc il a été évalué à près de 3000 $ en 2020, au moment de la crise du Covid, alors que maintenant l'or ne vaut plus que 2700 $ par rapport au S&P 500. Pareil pour le cuivre, qu'on voit en noir ici, on avait dépassé les 3000 $ ici, alors qu'on n'est plus qu'à 2700. Donc on a un or qui vaut certes assez cher, hein, on est quand même sur, on est assez haut, mais il est loin d'être au plus haut par rapport à ce qu'il a déjà pu être par le passé. Donc par rapport aux autres matières premières ou aux indices, l'or n'est pas excessivement cher. Maintenant, que dit l'or par rapport aux attentes du marché en termes de taux? Eh bien, les attentes de taux d'intérêt à la fin de l'année ont considérablement augmenté, et pourtant ça ne s'est pas trop retrouvé dans les prix de l'or. En tout cas, avant les élections. C'est un graphique qui date d'avant les élections, où on voit que les attentes de taux d'intérêt que vous voyez ici en pointillé ont augmenté, et pourtant ça a quand même, on a quand même eu une augmentation du cours de l'or, alors que normalement c'est négativement corrélé. Et ce qu'il pouvait dire en tout cas, que l'or avait un peu trop augmenté, un peu trop en zone de surachat, et donc la correction, un peu le retour à la normalité qu'on a eu après les élections est plutôt sain pour l'or. Maintenant, que font les banques centrales en termes de détention d'or? Les banques centrales ont augmenté leur bilan en cours de la période juillet-octobre, c'est ce qu'on voit en bleu ici. Donc les banques centrales ont acheté des actifs, dont de l'or, mais qu'elles ont procédé à une réduction de leur bilan à partir d'octobre, et donc qu'elles ont commencé à vendre de l'or. Et si elles continuent à réduire leur bilan, ça pourrait être un catalyseur baissier, une pression baissière pour l'or. Alors maintenant, que pensent les spéculateurs? Que pensent les traders qui vraiment tradent l'or sur le marché? Eh bien, les traders sont quand même assez haussiers. Le marché est quand même vraiment haussier. L'un des principaux moteurs de la hausse de l'or cette année, ça a été l'augmentation significative des positions longues en Chine. C'est ce qu'on voit ici, donc sur ce graphique avec les pointillés en rouge. C'est les positions longues sur la bourse de Shanghai, qui ont été en augmentation quasiment continue depuis 2022, et alors surtout même depuis 2024, on a une forte hausse. Mais depuis la moitié de l'année 2024, la deuxième moitié de l'année 2024, le nombre de positions longues a légèrement diminué. On est encore sur des niveaux très élevés, mais on a un peu diminué. Alors que sur le COMEX, le Commodities Exchange, les positions longues que vous voyez en vert ici sont toujours largement en hausse. Alors ça a un petit peu diminué suite aux élections américaines, mais on est encore sur des niveaux qui sont très élevés avec un marché qui est quasiment unilatéralement haussier. Maintenant, si on regarde un peu les positions nettes, et non plus les positions longues, alors les positions nettes, qu'est-ce que c'est? C'est les positions longues moins les positions courtes. Donc c'est la soustraction des deux.
Donc on a des positions nettes qui sont en forte hausse. C'est ce qu'on voit ici en pointillé en rouge. Donc des positions nettes qui sont quasiment au plus haut en fait. Et même si elles ont légèrement diminué suite aux élections, elles restent très clairement acheteuses. Et il faut faire assez attention à ça parce que le marché a tendance à avoir de l'humour. Et quand le marché est haussier, quand tous les spéculateurs sont haussiers, le marché peut avoir tendance à être un peu contrarien et à aller contre l'unanimité des investisseurs. Donc ça pourrait être un peu source de correction. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que l'or a connu une période exceptionnelle de 10 mois et pourrait même connaître sa meilleure année depuis la fin des années 70 et le début des années 80. L'incertitude géopolitique et le changement d'attitude des banques centrales ont été à l'origine de ce rebond. Mais les tensions géopolitiques ne semblent pas s'apaiser, avec la menace d'une attaque de l'Iran sur Israël, l'Iran ayant menacé Israël de nouvelles attaques encore plus fortes qu'auparavant entre les élections américaines et l'investiture de Trump. Les élections américaines ont servi de catalyseur à des prises de bénéfices, comme cela a déjà été observé par le passé. La saisonnalité à long terme suggère un repli potentiel en novembre et une reprise au tournant de décembre-janvier. La politique de Trump pourrait être bénéfique à l'or à long terme, mais les mouvements à court terme sont surtout influencés par d'autres actifs, notamment la hausse du dollar, qui est inversement corrélée à l'or. Après sa correction, l'or ne semble plus aussi surévalué à long terme. Si vous voulez en savoir plus au niveau de l'analyse technique de l'or, vous pouvez aller voir le Good Morning Market d'Antoine Andréani du 13 novembre. Pour moi, c'est tout. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous poser des questions, je réponds à tout. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager. Et on se revoit dimanche pour votre émission Matières premières et fondamentaux. C'était Mathis Mouflet pour XTB.